12-13 dimanche, le magazine politique de France 3, invité Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Une nouvelle année commence. À quoi va-t-elle ressembler du côté de l'emploi, aux autres peut-être, même si François Hollande parie sur un retournement de situation d'ici fin 2013, autrement dit un début de baisse du chômage. L'accord intervenu vendredi entre le MEDEF et 3 syndicats, dont la CFDT, permettra-t-il de limiter par exemple le nombre de chômeurs? Le gouvernement y croit en tout cas. Il a d'ailleurs salué cet accord que Force ouvrière ne signera pas. Jean-Claude Mailly, vous nous le confirmerez, tout comme la CGT. Qu'est-ce que ça peut changer en tout cas pour les salariés? Est-ce un véritable bouleversement? On va revenir très largement sur tout cela dans ce 12-13 dimanche avec vous. Avant cela, ce qui fait l'actualité en ce moment et qui marque la semaine évidemment, c'est l'intervention de l'armée française au Mali pour faire reculer les islamistes. Est-ce que dans ces circonstances-là, l'union nationale doit prévaloir? Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Non, bien mais vous êtes entendu, citoyen engagé. Oui, enfin je suis d'abord secrétaire général de FO et on n'a pas de mandat sur ces questions-là dans le syndicat. On sait ce que les groupes différents islamistes et autres ont fait au Mali depuis quelque temps. On peut comprendre. Maintenant, j'espère qu'il y a des morts déjà, j'espère que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et au passage, quand la nécessité est là, on ne s'interroge plus sur l'évolution des dépenses publiques. Là, il va falloir dépenser de l'argent et personne ne dit qu'il faut réduire les dépenses publiques. Au passage, je le cite quand même. La France en guerre, le plan Vigipirate réactivé, vous ne craignez pas que cela renforce les inquiétudes des Français dans un contexte déjà un peu morose? Je ne sais pas si ça jouera sur les inquiétudes des Français. Ce qui est clair, c'est que les Français sont inquiets, qu'ils attendent un vrai changement en matière d'emploi, en matière de croissance économique, en matière de droit, et que l'attente se fait attendre. Ça, c'est évident, c'est ce qui me remonte de partout. Ouais. Historique, en tout cas, pour le gouvernement, l'accord qui a été conclu vendredi soir entre le MEDEF et 3 syndicats, dont la CFDT. Historique, un changement d'époque même, dit le gouvernement, parce qu'il doit permettre aux entreprises plus de flexibilité dans la gestion de leurs effectifs, tout en donnant des droits supplémentaires aux salariés. On va y revenir un petit peu en détail. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement. D'après vous, cet accord qui se profile, est-il historique ou pas? Qu'est-ce qui vous gêne dans cet accord? Historique, moi je dis non, il y a d'autres négociations à venir. Il y en a encore au moins 3 de programmées avec le patronat. Il y en a eu ces dernières années également. Donc alors s'il y a un petit sens d'historique, c'est historique, mais dans le sens retour sur l'histoire, parce qu'il y a énormément de droits qui sont remis en cause. Si je fais un peu un parallèle, en gros c'est la flexibilité, c'est maintenant. Et la sécurisation de l'emploi, c'est demain, peut-être. Voilà, c'est ça la philosophie générale ou le contenu général de cet accord. Et il y a énormément de choses qui nous gênent. Et je dis bien, il ne faut pas s'arrêter aux têtes de chapitre, aux têtes de gondole. Il faut lire le texte. Et il y a des choses là-dedans qui sont vraiment inacceptables. Un exemple? Un exemple, tenez, en dernière minute, le patronat a obtenu, notamment le patronat du travail temporaire, la mise en place d'un CDI intérim. Quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de captif pour les intérimaires. C'est-à-dire des intérimaires qui pourraient être en contrat à durée indéterminée, mais qui restent intérimaires toute leur vie. Oui, ce sera un nouveau contrat à durée indéterminée. Donc ça va percuter profondément le Code du travail. Et si je prends ça par exemple, ça c'est ce que disait François Hollande quand il était candidat à la présidence. Non, le CDI intérimaire ne sécurise pas les intérimaires, mais les intérêts du MEDEF. Dès lors, les entreprises intérimes pourraient constituer une vaste armée de réserve. Donc, violemment contre. On verra dans les semaines à venir si c'est toujours le cas. Oui. Vous voyez, je prends cet exemple. Bon, il y a le CDI. C'est-à-dire, pour comprendre, ce seraient les intérimaires à temps complet, quoi, qui seraient toujours intérimaires. C'est pas à temps complet, ça veut dire qu'ils seraient captifs de leur agence d'intérim. Ils seraient employés des agences intérim et les entreprises que pourraient des les métiers embaucher. très pointus, soudeurs par exemple. Mais ils ne pourraient pas travailler ailleurs. Ils seraient dépendants de leur situation d'intérim. Et entre deux missions, c'est l'assurance chômage qui paierait. Voilà, c'est un danger. Alors, en tout cas, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Bien sûr, mais on ne peut pas évidemment entrer en détail. Mais il y a un point d'accord qui est clair et qui semble être un tournant. La possibilité pour les entreprises en difficulté de pouvoir adapter leur personnel en fonction de leur carnet de commandes. C'est-à-dire, s'il y a moins de travail, les salariés travailleront moins, seront moins payés, mais avec la garantie de rester dans leur poste. Et puis, quand tout s'arrange, tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est ça un peu le sens de l'accord. Michel Sapin dit, le ministre du Travail, ça va permettre d'éviter des chômeurs et de sauver des emplois. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ne dit pas tout, Michel Sapin. Parce que ce type d'accord, sans baisser les salaires, mais on peut modérer des primes par exemple, ou modérer les salaires. Là, on rentrerait dans une autre logique qui serait une baisse de salaire. Premier élément, ça c'est nouveau. Deuxième élément, ce que le patronat voulait et a obtenu, c'est lui le grand gagnant dans cette négociation. Il a obtenu que si des salariés refusent, il n'a plus l'obligation de faire un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est une contrainte. Ce qu'on appelait un plan social autrefois. Oui, ce qu'on appelait un plan social autrefois. C'est une contrainte importante qui disparaît pour les entreprises, mais c'est un affaiblissement pour les salariés. Par ailleurs, il y a aussi une autre disposition, c'est que maintenant, si l'accord est entériné, bien entendu, sur des licenciements économiques, plus de 10 personnes sur une période de 30 mois,
s'il y a un accord majoritaire ou une homologation de l'administration, les salariés pourront plus refuser. S'ils refusent, ils seront licenciés pour motif personnel. Mais c'est une forte dégradation. Mais cette modulation des effectifs et des salaires en fonction des carnets de commandes, ça vous dites, c'est pas négociable non plus? C'est pas que c'est pas négociable, mais ça se fait. Attendez, je prends un exemple. PSA Sevel Nord. Nous avons signé dans l'entreprise un accord qui prévoit de la modération salariale, de la modification dans les conditions du travail. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que si des salariés refusent, et c'est leur droit, eh ben demain, ils n'ont plus la garantie d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, ça c'est un élément clé qui a disparu. Il ne faut pas s'arrêter, comme je dis, aux têtes de gondole. Là, on a l'impression qu'on dit des têtes de gondole, y compris sur les droits nouveaux, qui seront complémentaires santé. Il faut attendre 2016 et on fait rentrer les assurances. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui sont dangereux. Alors, apparemment, vous dites méfiance par rapport à cet accord qui pourrait être conclu. C'est plus que méfiant. Hein. Oui. C'est quoi alors? J'ai une opposition sur beaucoup de points de cet accord, qui est très déséquilibré, oui, bien sûr. Je vous propose d'écouter le point de vue et la question que vous pose Caroline Young. Elle est membre de Croissance Plus, un mouvement affilié au MEDEF. Elle vous interpelle. Jean-Claude Mailly, bonjour. Les entrepreneurs de Croissance Plus ont créé 50 000 emplois dans les 10 dernières années. Et l'obsession de l'entrepreneur n'est jamais de licencier, mais tout au contraire, de pouvoir embaucher et créer de la croissance. Ça fait 4 mois que vous avez négocié entre partenaires sociaux. On espérait un grand rassemblement avec la signature de tous et une modification en profondeur du droit du travail. Nous avons le sentiment que vous avez raté le coche. Ne pensez-vous pas que vous avez loupé une opportunité historique de vous rassembler, de changer le marché du travail en profondeur pour créer des emplois? Jean-Claude Mailly. Non, écoutez, quand un accord est bon, on le signe. En 2008, on a signé. Quand un accord n'est pas bon, on ne le signe pas. On prendra position officiellement demain sur cette négociation. Oui, mais on va vers le non, quoi. Oui, oui, je pense, parce que je n'ai pas de contestation là-dessus dans l'organisation. Pour des raisons de fond, qu'est-ce que ça veut dire réformer en profondeur le marché du travail? Là, la logique, c'est de dire, demain, si vous voulez qu'on embauche, laissez-nous d'abord licencier. Et laissez-nous licencier plus facilement. Or ça, qui plus est dans une situation de croissance zéro, voire de récession, ça va se traduire comment? Le risque, c'est que ça se traduise par plus de licenciements. Oui, c'est ça le danger. Mais vous êtes d'accord pour dire, même si les Français, on l'a vu dans un récent sondage, sont plutôt attachés au contrat à durée indéterminée, au vrai contrat de travail, à la vraie embauche, j'allais dire, ce travail à vie, ça n'existe plus aujourd'hui. Le travail à vie, il y a très longtemps qu'il n'existe plus, en ce sens où on est de plus en plus amené à changer d'entreprise, voire changer de métier ou de qualification. Mais là, si je prends un autre exemple, on nous dit il faut, et c'est Force ouvrière la première organisation qui a dit qu'il fallait, d'une certaine manière, taxer plus fort les contrats à durée déterminée. Là, il y a quoi dans le texte? On en taxe certains, et pas tous. Ça veut dire... Oui, non, mais on taxe pas simplement les jeunes. On va taxer les CDD de moins d'un mois, de moins de 3 mois. Je ne rentre pas dans le détail. Qu'est-ce qui va se passer si vous taxez pas l'intérim, si vous taxez presque pas les contrats d'usage? Eh ben, les employeurs, ils vont transférer d'un contrat sur l'autre. Et en plus, les employeurs obtiennent une réduction des cotisations sur les embauches de moins de 26 ans. Attendez, c'est quand même le monde à l'envers. Alors maintenant, il y a l'accord qui a été négocié là entre les syndicats et le patronat. Maintenant, c'est le gouvernement qui va devoir présenter une loi en se basant ou pas sur cet accord. D'ici là, pensez-vous faire changer les choses et influencer le gouvernement pour qu'il revienne sur certaines choses? C'est pas que le gouvernement, c'est aussi le Parlement, puisqu'il y aura une loi. À la fin, il y a une loi. Oui, même si, bien entendu, les parlementaires voteront la loi qu'ils l'entendent, c'est pas nous qui votons les lois, mais oui, comme on dit, on va prendre notre serviette et on va aller expliquer aux parlementaires, article par article, les conséquences, quand elles sont négatives, de cet accord. Bien entendu, rien n'est définitif. Je pense même qu'il y a des choses qui ne sont pas légales, donc voire qui ne sont pas conformes aux conventions internationales du travail. Donc vous pariez là-dessus pour qu'éventuellement cet accord ne voit jamais le jour? Je sais pas, on verra, mais en tous les cas, on va expliquer et on va... vous savez, on dit, il y a une grande avancée pour le temps partiel imposé. Eh bien, vous regardez 2 articles en dessous, elle est complètement déminée, on peut y échapper complètement. Vous en voulez à la CFDT de signer cet accord? Écoutez, ils prennent leurs responsabilités, les salariés jugeront sur ce type de... Tout le monde a mis la main dans le cambouis, parce que moi, je veux bien mettre la main dans le cambouis, mais j'aime pas mettre la main dans le broyeur. Un sondage publié cette semaine indique que pour 64% des Français, la lutte des classes est toujours une réalité. Et pour vous aussi, il y a les patrons et les salariés chacun de son côté? Oui, mais bien sûr, c'est des intérêts qui sont des intérêts divergents. Et quand on négocie, on essaie de trouver un accord, ça s'appelle un compromis, mais on n'est pas tous dans le même bateau, c'est évident. Il y a des intérêts divergents. Moi, ça ne me choque pas de parler de lutte de classe, c'est pas nouveau. Et pourtant, le gouvernement, lui, veut favoriser le dialogue social, amener les syndicats à se mettre d'accord plutôt que d'imposer des lois. C'est la méthode Hollande. C'est là-dessus que François Hollande veut aussi imprimer sa marque. Ça faisait partie de ses engagements. Est-ce que c'est ça aussi le changement? Michel Dumoré, chef du service politique de France 3, nous rejoint pour en parler avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Claude Bonjour. Mailly.
L'engagement syndical, c'est l'histoire de votre vie, hein. C'est pas une surprise. Votre première adhésion à FO remonte à 78. Vous avez gravi depuis tous les échelons jusqu'au jour où vous avez succédé à Marc Blondel. À l'époque, pas beaucoup de gens misent sur vous. On vous dit finalement assez hautain et très peu proche du terrain. 10 ans après, vous voilà donc numéro 1. Avec votre flegme et votre mèche, vous avez fini par vous imposer dans le paysage syndical français. La droite comme la gauche vous cajole. Première question, est-ce que vous ne regrettez pas finalement Nicolas Sarkozy? Ah non, je regrette personne. Dans la négociation en cours, vous diriez qu'aujourd'hui, François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est du pareil au même? Ou bien il y a une différence quand même? Il y a une volonté peut-être d'un peu plus de dialogue, mais vous savez, moi, ce qui compte à un moment donné, c'est pas le dialogue. À un moment donné, c'est le résultat des courses. Et là, je considère que la position du gouvernement par rapport à la négociation, c'est plus une position politique de principe sur la méthode qu'un travail et une réflexion sur le fond du dossier. C'est quoi? C'est l'enfumage, à votre avis, de la part du président de la République et du gouvernement, d'avoir voulu faire croire en tout cas qu'il y avait une réelle négociation? Non, il y a eu négociation. Il y a eu négociation. Le grand vainqueur dans cette négociation, c'est le patronat. S'il y a quelqu'un à féliciter, c'est le patronat. Vous savez, certaines fédérations patronales ont obtenu satisfaction sur de vieilles revendications. Hein, donc, le gouvernement, il a sa logique. Il est dans une logique pacte budgétaire européen qui est une logique restrictive. On n'a plus de marge de manœuvre, beaucoup moins de marge de manœuvre, ou on s'en donne moins sur le plan économique. Après, logiquement, il va sur la variable ajustement qui est la flexibilité. Vous parliez tout à l'heure avec Francis Letellier justement du débat budgétaire, maintenant du débat parlementaire qui va s'engager. Michel Sapin est extrêmement confiant, dit que sa majorité va suivre cet accord et va le voter. Oui, peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas... Comment vous allez faire? Vous allez voir les députés de la gauche, on parle de toute cette nouvelle génération de députés socialistes. On va voir tous les groupes parlementaires. Tous les groupes. Ah oui, mais sans exclusive. Syndicat, c'est indépendant. On va aller voir tous les groupes parlementaires, mais on va expliquer article par article notre analyse sur le texte. Et vous allez voir, il y a des mines qui vont sortir ici ou là, parce que c'est pas... moi, je dis toujours, je prends une image, vous savez, dans un hypermarché, vous avez tête de gondole avec un beau slogan. À dire, c'est bien ça. Puis quand vous regardez, où vous avez des produits périmés, où vous n'avez rien dans les rayons. Voilà, sur certains articles, c'est un peu ça. Comment jugez-vous le rôle de Michel Sapin dans cette négociation? Est-ce qu'il a été à la hauteur? C'est pas lui qui négociait, c'était une négociation entre le patronat et les syndicats. C'est ce qu'on a dit officiellement, c'est un petit peu comme la tête de gondole. gondole. Ça, c'est tous les gouvernements font ça, puisqu'ils ont dit qu'ils feraient une loi derrière. Bon, mais on sentait bien qu'il était lui-même dans une logique où il faut accepter de la flexibilité. Or, nous considérons, et on le dit depuis des mois, que plus de flexibilité aujourd'hui, c'est vraisemblablement plus de licenciements demain. 9 mois après l'élection de François Hollande à l'Élysée, est-ce que vous feriez partie aujourd'hui des déçus de François Hollande? Non, je n'ai pas à être déçu ou pas déçu. Moi, en tant que syndicaliste, je n'ai pas appelé à voter pour personne. Donc, vous savez... On n'est pas dans la logique politique, logique de la méthode, on est sur du concret. Quand on fait du syndicalisme, c'est du concret. Donc ce qui compte, ce sont les résultats. Alors sur certaines choses, oui, c'est pas de la déception, c'est du mécontentement. C'est vrai sur ce dossier-là, c'est vrai sur la fonction publique, c'est vrai sur d'autres dossiers. Vous n'avez pas en effet appelé à voter François Hollande. En revanche, 25% de vos sympathisants ont voté pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Ils étaient un petit peu plus de 31% pour François Hollande, 14% pour Nicolas Sarkozy et 12% pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aujourd'hui au sein de votre mouvement? Non, tout simplement parce que, ça c'est un sondage sorti des urnes, je ne sais pas si ces gens-là sont adhérents ou pas, enfin je ne rentre pas dans le détail. Ceci étant, Force ouvrière regroupe les salariés, quelles que soient leurs opinions par ailleurs. Et les gens ne viennent pas vous dire je suis adhérent à tel ou tel parti, ça ne se dit pas et on ne leur demande pas. Par contre, il y a les règles de l'indépendance à respecter. Ça ne se dit pas, mais Marine Le Pen le dit. Elle dit aujourd'hui que sa stratégie, c'est vraiment de tisser sa toile et notamment d'aller draguer les syndicalistes que vous êtes. Le jour où il y a eu une militante qui était FO et qui s'est présentée à des élections, absolument, on s'en souvient. Elle n'est plus militante FO. Voilà. Mais c'est les syndicats de base qui résolvent ça, c'est pas le secrétaire général de FO, c'est le syndicat de base qui autorise ou pas l'adhésion. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas aux syndicats de faire la politique, mais est-ce que c'est pas plus dur malgré tout pour les syndicats de contester quand la gauche est au pouvoir? Est-ce que vous imaginez par exemple mobiliser contre un accord sur la réforme du travail quand c'est la gauche au pouvoir? C'est plus difficile, non? Non, pas du tout. Ah non, franchement, pas du tout. Quand on se veut et qu'on pratique l'indépendance syndicale, si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord et qu'on peut mobiliser, on n'hésitera pas une seconde. Ça, quelle que soit la couleur du gouvernement. Sinon, ça veut dire que... Moi, je ne tiens pas, vous savez, à dire... Interlocuteur privilégié, ça veut dire quoi, interlocuteur privilégié? Est-ce que c'est celui qui est toujours d'accord?
À ce moment-là, moi, un syndicat qui est toujours d'accord, je ne sais plus à quoi ça sert. Vous visez quelqu'un? Non, non, d'accord. parce que les médias disent FO ne sera pas interlocuteur privilégié, mais j'ai jamais cherché à l'être, pas plus hier avec Nicolas Sarkozy qu'aujourd'hui avec François Hollande. D'accord. Est-ce que vous lancez aujourd'hui un appel à l'unité nationale, justement, contre ce qui vient d'être acté entre les syndicats et le patronat? Est-ce que vous lancez un appel aux autres syndicats pour une manifestation massive, pour quelque chose d'un peu plus symbolique? Non, on n'en est pas là aujourd'hui, parce qu'a priori, il y aura 3 syndicats qui vont signer. Donc eux, ils vont essayer, je dis bien, de justifier leur signature, mais je leur souhaite bien du courage. Tandis que nous allons d'abord, dans une première étape, informer largement les salariés du contenu de cet accord, et nous ferons les démarches aux parlementaires et auprès des parlementaires. Et après, on pas verra. d'action commune avec la CGT, par exemple, qui est à peu près sur la même... C'est pas dans l'air du temps. Chaque chose, à un moment donné, il y a des étapes à franchir, et on verra ce que ça donne. Michel, merci beaucoup. Merci à vous. Sur le plateau Bon de dimanche. 13 dimanche. Jean-Claude Merci. Mailly, l'autre grand débat du moment, c'est le mariage pour tous. Ça ne vous a pas échappé. Les opposants sont attendus dans les rues de Paris cet après-midi, très nombreux visiblement. C'est une manifestation politique ou sociale ou sociétale? C'est pas social. Non, c'est pas une manifestation sociale. D'abord, officiellement, Force ouvrière n'a pas pris de position. C'est pas un dossier qui nous concerne directement. Donc c'est plus sociétal et politique, c'est évident. Bon, maintenant, le citoyen Mailly, je dis pas que j'ai raison, moi c'est pas ma spécialité, mais ce que je constate, c'est que surtout un problème de rupture de droit. Entre quelqu'un, ou un couple, quel qu'il soit, qui est en union libre, un couple qui est pacsé et un couple qui est marié, en termes de droits, sur toute une série de dispositions, c'est pas les mêmes droits. Et c'est ça le problème de fond. Donc, à titre personnel, vous êtes pour le mariage pour tous? Plutôt oui, parce que entre un couple pacsé qui ne peut pas, par exemple, bénéficier de la pension de réversion, par exemple, un couple marié peut en bénéficier. Donc c'est une rupture de terre dans droit civique. Et c'est ça le problème de fond. Et c'est ça, selon moi, qu'il faut résoudre aujourd'hui. Justement, vous disiez, Force ouvrière n'appelle pas à manifester. Par exemple, dans 15 jours, les défenseurs du mariage pour tous vont descendre dans la rue à leur tour. La CGT, la CFDT, d'autres syndicats appellent à manifester, pas Force ouvrière. Pourquoi? Non, parce que c'est pas. Nous appelons des manifestations quand c'est sur des problèmes sociaux. Et là, c'est pas un problème social. Non, c'est plus un problème sociétal et politique important. Je ne nie pas l'importance du problème. Les adhérents FO qui, à titre individuel, voudront manifester, bien entendu, ils ont effectivement la liberté, c'est évident. Ils n'ont même pas demandé l'autorisation d'ailleurs. Donc, mais non, sur ce type de manifestation. Pas de position de Force ouvrière là-dessus? Non, pas de position officielle, ça dépend des citoyens. Il n'y a pas de tabou à Force ouvrière? Non, il n'y a pas de tabou. Non, pas du tout. Pas du tout de tabou. Vous savez, moi j'ai compris dans mon entourage proche un couple homosexuel qui a un enfant et ça ne me gêne pas du tout et l'enfant est très heureux. Pour ou contre maintenant? Cette semaine, les taxis ont manifesté dans plusieurs villes. Ils craignent de perdre une partie de leur activité, le transport des malades, parce que la sécurité sociale veut faire des économies et faire des appels d'offres pour mettre un petit peu en concurrence tout le monde. Pour ou contre, justement, la mise en concurrence des taxis et des sociétés de transport pour faire baisser les dépenses sociales? Oui, non, s'il y a des abus, il faut regarder, mais je rappelle que FO Taxi était aussi dans les manifestations. Bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc moi je soutiens également nos adhérents, ils ont des craintes. Quand vous êtes taxi dans un petit village, et que l'hôpital est à 30 ou à 40 km, ça peut représenter 50 ou 60% de votre activité. Si demain vous perdez cette activité, vous fermez la boutique. Mais il n'y a pas un peu de ménage à faire dans ce secteur, parce que tout n'est pas transparent. Des transports sanitaires, d'une manière générale. D'une manière générale, oui, il y a du ménage à faire, mais je crois que l'assurance maladie s'y emploie. Et la façon de mettre en concurrence, ça peut être une bonne solution? La concurrence, c'est pas forcément toujours ce qui fait baisser les prix. Parfois, on assiste à l'apparition d'autres monopoles et à la fin, c'est plus cher. Vous verrez dans le secteur des télécommunications ce que ça donnera à la fin, par exemple. On va parler de l'emploi, on y revient, parce que c'est la priorité du gouvernement et du président de la République pour 2013. Plus de 3 millions de chômeurs en France, 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. François Hollande a dit, on va inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Mais ne doit-on pas parler d'un impossible pari? Parce que c'est vraiment la question. Croyez-vous, vous, que fin 2013, le chômage puisse refluer en France? Dans l'état actuel des choses, non. Puisqu'on est en croissance zéro, voire en récession, que les économistes d'une manière générale considèrent que pour créer de l'emploi, il faut au moins 1,5 de croissance. Donc on en est malheureusement loin aujourd'hui. Et c'est ça qui provoque la destruction d'emplois. C'est pas l'absence de flexibilité. Ou alors il faudrait que sur le plan international, aux États-Unis, et c'est pas le cas, ça reparte de manière importante, que le prix de l'énergie baisse, que ça vienne de l'extérieur, mais pas de la politique économique du gouvernement. Et il faudrait qu'au niveau européen, on desserre la rigueur et l'austérité. Donc ça fait beaucoup de conditions pour que ça reparte. Et malheureusement, parce que je préférerais le contraire, je crains que la courbe du chômage continue à augmenter. Mais ça ne tient qu'à la croissance. Non, pas qu'à la croissance, mais essentiellement à la croissance. Vous savez, quand vous avez de l'activité économique, de la croissance, donc ce qui veut dire y compris de la consommation, y compris de l'investissement, y compris un rôle plus actif de l'État
dans le domaine public comme dans le domaine privé, la stratégie industrielle, voilà, c'est ce qui booste l'activité. Il y a peut-être aussi la volonté politique. Regardez, le gouvernement parie, lui, sur les contrats de génération qui vont venir en discussion à partir d'après-demain pour embaucher 500 000 jeunes en 5 ans. Alors les contrats de génération, c'est pour embaucher des jeunes et garder des seniors en poste, parce que c'est un problème aussi en France. C'est possible ça, vous y croyez? Ah mais on a signé l'accord sur les contrats de génération. Alors donc c'est transfert de savoir, etc. C'est quelque chose que nous demandions depuis longtemps, sur une mécanique un peu différente. Mais ça va pas, ça va soulager, si vous voulez. Mais c'est pas ça qui va régler le problème du chômage, pas plus que les emplois d'avenir. En tout cas, il y a un objectif ça règle fixé. pas. Il y a un objectif fixé. On 500 000 jeunes employés en 5 ans. Je peux pas vous dire si l'objectif sera réalisé. Ça, oui, d'ailleurs, j'en sais on peut rien. se demander d'où vient ce chiffre, non? Oui, bah, ça c'est comme les 35 heures, ça créera un temps d'emploi. Personne n'a jamais su et la bagarre continue sur les chiffres. Alors, ceci étant, le contrat de génération, on est pour, mais c'est pas ce qui règle le problème du chômage. C'est pas du tout. En tout cas, François Hollande, lui, est en première ligne dans la lutte contre le chômage. Il a rencontré les salariés de la raffinerie Petroplus en Haute-Normandie la semaine dernière. Il leur a promis que tout serait fait pour trouver un repreneur. Un président de la République auprès des salariés, est-ce que c'est rassurant? Écoutez, si il a le droit d'aller où il veut, ça, comme moi, quand je vais visiter des entreprises, je ne suis pas président de la République, donc il a le droit. Maintenant, il a pris un engagement avec eux, c'est de faciliter un repreneur sur Petroplus. Ben, j'espère qu'il parviendra, lui et le gouvernement, à ce qu'il y ait un repreneur et que la raffinerie ne ferme pas. Par contre, il a pris un autre engagement, pas de nationalisation. La nationalisation, d'après vous, c'est un débat qu'il faut avoir en France, c'est une menace efficace, une réelle solution dans certains cas? Bien sûr que c'est une réelle solution, temporaire ou pas d'ailleurs. Bien sûr que sur Florange, nous la demandions. Certains au gouvernement l'ont demandé aussi d'ailleurs. Hein. Mais prenez un autre exemple, les chantiers navals à Saint-Nazaire, STX. L'État est intervenu et est dans son rôle pour trouver un carnet de commandes important. S'il a pu le faire, c'est aussi parce que l'État est actionnaire à 33% de l'entreprise. Il a joué son rôle en tant qu'État actionnaire. Comme quoi, ça peut être utile, la nationalisation, y compris temporairement. Il faut ou partielle. Il ne peut pas y avoir de tabou dans ce genre d'affaires. Quand on est dans des filières industrielles jugées stratégiques, le chantier naval c'en est une, la sidérurgie c'en est une, le problème doit être posé. On ne peut pas l'évacuer pour des raisons ou idéologiques ou en craignant que la demande devienne dans différents secteurs ensuite. Et puis il y a une autre entreprise qui fait parler en ce moment, c'est Virgin, qui est en cessation de paiement. 1000 salariés risquent de perdre leur emploi. Demain, le tribunal de commerce de Paris va dire s'il accorde ou non une période supplémentaire pour trouver un repreneur. Là, on touche autre chose, hein. C'est le secteur des services, notamment, qui se développe, qui font beaucoup d'argent. Et puis, patatras, là aussi, suppression d'emplois. Ça veut dire que plus aucun secteur n'est à l'abri de la crise aujourd'hui. Certains secteurs marchent bien. Hein. Si vous prenez l'aéronautique, par exemple, je prends cet exemple, c'est un secteur qui marche bien. Dans le cas de Virgin, j'espère qu'il y aura une phase de redressement, ça veut dire qu'on pourra retrouver un repreneur, ça m'apparaît important, mais le fonds financier qui est propriétaire également de Virgin, moi mon syndicat explique, et les autres syndicats également, que ces dernières années, il n'a pas investi. Hein, donc il y a une responsabilité aussi oui, de mais la l'actionnaire responsabilité, principal. bon, c'est passé maintenant, impossible Ah oui, non, de la faire payer. moi ce que je souhaite, ce que j'espère en tous les cas, hein, c'est qu'il y ait une phase de redressement qui permette de chercher un repreneur et qu'on ne ferme pas définitivement l'entreprise, parce que là, ça fait plus de 1000 salariés directement sur le carreau. Pour terminer, l'image de ce patron, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est John Persanda. Il fabrique des sacs poubelles, Alpha Pack, 100% français. On a l'impression, quand on regarde d'un peu loin, qu'il ressemble à Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, qui avait déjà posé en marinière. Arnaud Montebourg a fait des émules, visiblement. C'est plutôt bien. Oui, ça marche. Bon, vous avez vu, moi j'ai mis les rayures dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, mais c'est pas pareil. Mais c'est bien ça, ce genre de campagne. fabriquer. Oui, mais c'est de la communication. Moi, ça ne me gêne pas. Le label France, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, quand vous exportez quelque chose aux États-Unis, vous devez marquer l'origine de la fabrication sur des plaques d'égout, sur des pièces, etc. En France, on n'est pas obligé. La plupart des plaques d'égout qui sont dans nos villes sont fabriquées en Chine. Est-ce que c'est normal? Donc, le label France, c'est pas obligatoirement du protectionnisme, mais avoir le label France, ça m'apparaît quelque chose d'important. Vous souhaiteriez par exemple qu'en France, tous les produits importés soient étiquetés pour savoir d'où ça vient? L'origine, mais bien sûr, après chacun fait ce qu'il veut, mais l'origine soit marquée. Aux États-Unis, ça se fait. Mais le Made in France, c'est un bon argument ou c'est un gadget pour le développement de l'économie française? Non, c'est pas. Si ça reste une formule, c'est juste un gadget. Mais si il y a des décisions qui sont prises derrière, en termes de normes, en termes de réglementation, en termes d'échanges équilibrés, que les normes sociales soient respectées, c'est pas uniquement un problème français, c'est européen et international. Ça doit aller dans le bon sens. Sinon, vous savez, le plus compétitif, c'est celui qui paye pas ses salariés parce que ce sont des esclaves, hein, si on rentre dans cette logique-là. Donc le Made in France accompagné de règles. L'ancien ministre de l'Industrie en avait proposé, Estrosi, Arnaud Montebourg en propose également. Je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Oui, mais ça demandera du temps. Plutôt, ce serait le mieux. Ce serait peut-être plus efficace sur l'emploi que des pseudo-accords.
Merci Jean-Claude Mailly d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation dans 12-13 dimanche. 12-13 dimanche que vous pouvez suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Tout de suite, on retrouve le 12-13 national, l'actualité de la mi-journée, avec Stéphane Lippert ce midi. Bonjour Stéphane. Bonjour Francis, bonjour à tous. L'actualité de ce dimanche midi, c'est d'abord la démonstration de force annoncée des opposants au mariage homosexuel. Ils veulent faire plier le gouvernement. Dans une demi-heure, 3 cortèges vont prendre la direction du Champ de Mars. Des centaines de milliers de personnes venues de toute la France. Cécile Laronce et Mathieu Auville. Lille, Dijon, Nancy, Bourges, ils sont partis de toutes les régions de France au petit matin pour converger vers la capitale. 9 h à Paris-Montparnasse, un train entre en gare. À son bord, une centaine de manifestants opposés au mariage et à l'adoption pour tous. Je suis parti à 5 h du matin, 5h30 de Bordeaux. Motivés. Voilà, très motivé. Les manifestants ont affûté leurs arguments. Je suis totalement opposé à ce projet qui va dénaturer la société. Il y a une loi de la nature tout simplement, donc il ne s'agit pas de questions d'amour entre des personnes de même sexe, mais de préserver les questions de filiation. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on ne nous a pas demandé vraiment notre avis. C'est dommage, il faudrait discuter. À l'extérieur de la gare, un comité d'accueil est en place. Il s'agit d'orienter au mieux les participants vers les principaux points de rassemblement. En fait, on balise toutes les stations de métro jusqu'à d'Enfer-Rochereau, où d'autres équipes d'accueil prennent en charge les manifestants. Place d'Enfer-Rochereau justement, mais aussi Porte-Maillot, place d'Italie. Les troupes s'organisent. Différents élus, des personnalités politiques de droite sont déjà là. Christine Boutin, Laurent Wauquiez. Elle aussi est arrivée en avance. La passionnariat de la manif pour tous, Frigide Barjot, tient conseil. Jean-Pierre avec nous, nos amis homo avec nous. On va passer dans le café. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Ce rassemblement s'annonce comme l'un des plus importants depuis la manifestation pour la défense de l'école libre en 1984. Départ officiel des cortèges donc à 13 h dans une vingtaine de minutes. Les 3 manifestations commencent à se mettre en place. On voit ici des images de rassemblement, donc place d'Enfer-Rochereau. Il y a aussi un cortège place Porte-Maillot. Et puis Philippe Castel, quant à vous, vous vous trouvez place d'Italie. Bonjour. Il y a déjà beaucoup de monde derrière vous? Bonjour Stéphane, effectivement, il y a déjà énormément de monde ici, place d'Italie, plusieurs milliers de personnes. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait il y a surtout des gens de toute génération, des familles qui sont venues avec les grands-parents, les parents et les enfants. Vous l'avez dit, il y aura 3 cortèges, le premier ici au départ de la place d'Italie, le deuxième partira de la place d'Enfer-Rochereau à 13 h également, et le troisième de la place Dauphine. Ces 3 cortèges n'en feront qu'un sous la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, et les organisateurs annoncent déjà environ 300 000 personnes. Merci beaucoup Philippe Castel. Cette manifestation qui se déroule dans un contexte particulier puisque le plan Vigipirate a été renforcé hier pour prévenir le risque d'attentat en France après l'intervention de l'armée française au Mali. Cela concerne les rassemblements mais aussi les transports et les bâtiments publics. Stéphanie Desjard et Madi Diawara. La France face à la menace terroriste. Sous la tour Eiffel ce matin, c'est patrouille. 1200 militaires renforçaient déjà les effectifs de police et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Le président de la République a annoncé hier le renforcement du dispositif Vigipirate. J'ai donc demandé au Premier ministre Jean-Marc Ayrault de renforcer le plan Vigipirate pour procéder à la surveillance de nos bâtiments publics et de nos infrastructures de transport. Les gares, les aéroports, les bâtiments publics en général et les grands rassemblements de personnes feront l'objet d'une vigilance particulière. Le niveau rouge de Vigipirate a été activé en 2005 après les attentats de Londres et il n'est jamais redescendu. Il correspond à une menace terroriste probable. Le dispositif vient d'être renforcé d'un cran encore sans toutefois atteindre le niveau écarlate. Ce dernier niveau, qui correspond à une menace certaine d'attentat majeur, n'a été déclenché qu'une seule fois. C'était en mars 2012, en marge de l'affaire Mera. Seule la région Midi-Pyrénées et les départements limitrophes avaient été concernés.
Et ce matin, des représentants de 2 associations de la communauté malienne en France ont été reçus pendant 1 heure à l'Elysée par le président François Hollande. Et ils saluent cette intervention qu'ils jugent courageuse. Environ 100 000 Maliens vivent en France. Cet après-midi, le chef de l'État présidera un nouveau conseil de défense pour faire le point de la situation. Sur le terrain, depuis le début de l'intervention française vendredi, la ville de Konna a été reprise et les rebelles islamistes ont été repoussés de plusieurs dizaines de kilomètres. Hier soir, des renforts français sont arrivés à Bamako, la capitale du Mali, en provenance du Tchad et de Côte d'Ivoire. Leur but est notamment d'assurer la sécurité des 6 000 ressortissants français sur place. Bamako, où nous retrouvons notre envoyé spécial Hugues Huette. Hugues, comment l'intervention française est-elle accueillie par la population ? Eh bien, l'arrivée des troupes à Bamako et l'implication de l'aviation française dans les combats sur la zone de front ont été très favorablement accueillis par les Maliens. Il y avait bien eu ces dernières semaines quelques manifestations hostiles à une intervention française, mais la reprise de la ville de Konna vendredi a levé toutes ces réserves et certains habitants nous ont dit être maintenant très optimistes sur l'issue des combats. Vous l'avez souligné, donc un premier contingent de militaires français en provenance de Côte d'Ivoire et du Tchad est arrivé hier à l'aéroport militaire de Bamako. Ils vont être rejoints par des soldats français venant directement de France et demain probablement donc direction la ligne de front. La ligne de front où justement des raids aériens sont en cours, a souligné le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Objectif, repousser les islamistes qui auraient perdu une centaine de combattants. Merci Hugues Huette, vous étiez en direct de Bamako au Mali. En Italie, une journée d'émotion sur l'île du Giglio, 1 an après le naufrage du Costa Concordia qui a fait 32 morts. Les commémorations ont débuté ce matin par le lancement de gerbes de fleurs près de l'épave qui gît toujours dans le port. Beaucoup de Français ont fait le déplacement. Le jour du naufrage, ils étaient 460 à bord et 6 d'entre eux ont trouvé la mort. Les familles des victimes et des rescapés de l'accident avaient tenu à être présents ce matin. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux, Marc Dana et Nordine Tahar. C'était pour la plupart leur première traversée depuis 1 an. Depuis cette nuit du 13 janvier 2012, où ils ont cru mourir à bord du Costa Concordia. Ils sont une centaine de survivants français. Sur le quai, d'autres familles, celles des 32 victimes. Parmi elles, 6 Français sont morts, comme Mylène et Michael. Ça vous fait quoi de revenir ici sur l'île 1 an plus tard? C'est très difficile, mais c'est important. Il fallait qu'on soit là aujourd'hui. Il fallait qu'on soit là de toute façon. Il faut que ça soit marqué à jamais ce qui s'est passé. Donc il va y avoir une plaque de scellé sur le port. Voilà. Il y a 32 victimes, il y a encore surtout 2 personnes qui n'ont pas été retrouvées. Donc pour nous, il est important de le faire aussi de le signaler. Voilà. Et surtout, bon, il faut éviter que ça recommence ces histoires-là. Un retour sur l'île du Giglio, aussi indispensable pour les survivants. Ça a été une très grosse épreuve dans notre vie. Et là, vraiment, je suis très émue de revoir tout ça. Des rescapés qui regagneront le continent ce soir. Seules les familles des victimes ont été conviées par la compagnie Costa Croisière à cette journée d'hommage. Marc Dana, bonjour. Vous avez assisté à ces commémorations sur l'île du Giglio. La messe est en train de se terminer. On imagine que l'atmosphère était pesante ce matin. Oui, d'autant plus que, comme vous le voyez derrière moi, la gigantesque épave continue de hanter les lieux. Alors il y a évidemment beaucoup d'émotions pour les familles des victimes, mais aussi pour les centaines de rescapés qui sont venus ici, parfois même sur les conseils de leur psychiatre, comme pour exorciser cette terrible nuit du 12 janvier 2012, où ils ont vu la mort en face. Beaucoup d'émotions également pour les habitants de la petite île du Giglio, qui s'étaient mobilisés tout au long de la nuit et parfois de façon héroïque. Alors effectivement, la messe est sur le point de s'achever. Le point d'orgue de cette longue journée d'hommage et de commémoration sera la minute de silence prévue ce soir à 21h45, 1 an exactement à l'heure précise où le Costa Concordia a heurté les côtes de la petite île. Merci Marc Dana. En France, des retrouvailles émouvantes, celle de Chloé, l'adolescente enlevée dans le Gard en novembre, et des 2 policiers allemands qui l'avaient délivrée 1 semaine plus tard. Elle avait été cachée par son ravisseur dans le coffre d'une voiture. Hier, les 2 fonctionnaires allemands ont été reçus à la mairie de Barjac en présence de l'adolescente. Marie-Pierre Courtelmont. Chloé leur ouvre le chemin. La jeune fille tenait d'abord à présenter ses sauveurs aux habitants de la ville de Barjac.
Les 2 policiers allemands qui ont arrêté son kidnappeur et l'ont retrouvé dans le coffre de la voiture. Grâce à eux, quand même, j'ai pu retrouver ma famille et tout ça parce qu'ils n'auraient pas poursuivi cette voiture. Forcément, je sais pas où en ce moment. Peu habitués à jouer les héros, les 2 policiers allemands sont un peu empruntés. Helmut Spitzer a été le premier à découvrir Chloé. Les mots me manquent. Je suis très heureux d'avoir pu contribuer à la libération de Chloé et de voir qu'elle va bien. Depuis sa libération, Chloé alterne les hauts et les bas, mais les récentes confessions de l'homme qui l'a enlevée a soulagé toute la famille. Son kidnappeur a été entendu le 3 janvier et a admis tous les faits. Donc pour nous, ça a été un grand soulagement, surtout pour Chloé. Enfin, elle s'est sentie libérée d'un poids, puisqu'elle était dans cette attente. Les 2 policiers allemands ont été faits citoyens d'honneur de la ville de Barjac. Ces images maintenant des festivités à Marseille, jusqu'à 400 000 personnes dans les rues de la ville hier soir pour fêter le coup d'envoi de Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. Parade de chars, feux d'artifice, des dizaines de spectacles. La cité phocéenne espère attirer 12 millions de visiteurs cette année grâce à cet événement. La météo, Jean-Marc Souamy, c'est une semaine blanche qui s'annonce. Tout à fait, effectivement. Alors cet après-midi, on va jeter un coup d'œil et vous allez voir que le beau soleil sur cette belle manifestation de Marseille s'est terminé puisque nous avons une dépression très creuse et donc il va pleuvoir aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. En revanche, peut-être pluie et neige mêlée sur Paris et froid, donc peut-être éviter de sortir. Regardez les températures pour cet après-midi. On va avoir à peine 4 degrés. Donc vous l'avez dit, semaine blanche qui va commencer à partir de demain avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest. Dans la nuit de lundi à mardi, de la neige sur l'Île-de-France jusqu'à 5 cm. Merci beaucoup Jean-Marc, c'est la fin de cette édition. Ce soir, pour le 19-20, vous retrouverez Catherine Matoche. Excellent après-midi et à bientôt.